Ah, vous êtes là. J'étais justement en train de trouver mes nouvelles jokes par rapport au petit gros pas de cheveux, anciennement roux. Je suis prêt pour le show. On commence en... T'as peu, là. Elle Anciennement. était meilleure dans, elle était meilleure dans ma tête. T'as peu. Il y a bien des choses qui sont meilleures dans ta tête seulement. Mais comment ça, anciennement roux? C'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais été Hein? roux, je sais pas pourquoi. Il essaie juste de m'insulter. Non, mais c'est un wet dream de sa part d'être Irish. Là. Tout le monde connaît ça. Là. Mais tu sais que. Ça n'a jamais été. C'est même pas proche de faire partie de ma liste de choses. J'ai aucune idée où t'as pris Ah non, ça. c'est Scottish, toi. Ouais, c'est Scottish. Scottish, that's different. If it's not Scottish, it's scrap. If it's not Scottish, it's scrap. Oh man, je me suis tout fourré dans mes patentes. Je pensais que tu t'es même pas on capable de- décide. T'es même pas capable de m'insulter comme faut. Chris, fais ta job, Yann. Fais ta job. Hey, aujourd'hui, c'est un Tu me Q&A. fais penser à la scène dans The Departed. Who put the cameras in this place? Hey, who the fuck are you? I'm the guy who does this job. You must be the other guy. Yes. C'est là que tu vois que vaut mieux pas scénariser des choses. C'est mieux quand c'est fluide. Faut que ça vienne tout seul d'une insulte à Vincent. Mais j'ai pas le goût de t'insulter. Ça fait un bout qu'on n'a pas pris à peine de jaser avec nous autres quand même. Parce qu'avec M. Couillard, on a été plus tranquille un peu. Là, après ça, j'étais pas là. Après ça, on a skippé la semaine passée. Tu sais, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Là. Fait que Ouais, le redémarrage post-temps des fêtes n'a pas été nécessairement facile. Il y a eu beaucoup de... Ça a été un peu rock'n'roll, mais on devrait se donner un petit peu d'affection. Ok, d'accord. Je vais arrêter de te dessus. Hey, Q&A aujourd'hui, on va commencer tout de suite parce qu'il y a une tonne de questions encore. Même si on l'a annoncé dernière minute à nos Patreons, là, les questions sont rentrées à tour de bras. Évidemment, tout ce qui entoure le Caribbean Island de Vincent. On veut s'informer de ta recherche, comment elle va. Puis, Ouais, c'est ça. Parce que juste pour les gens là, qui sont pas sur Patreon, les gens qui sont sur Patreon, qui nous écoutent, dans le fond, posent les questions pour toutes les Q&A qu'on fait. Et ils peuvent poser des questions sérieuses, mais moins sérieuses. Ça, c'est à leur choix. Donc, les questions sérieuses, tout ce qui touche le steak and egg, le Caribbean Island, les restaurants, les films et autres, ça, c'est toutes les questions sérieuses. Puis tout ce qui concerne l'inflation, la monnaie, ça, c'est tout ce qui est frivole. Ouais, d'ailleurs, ça m'intéresse. Là, ça fait un petit bout que t'es rendu. Bien joué. Un petit bout, t'es rendu en Virginie. Là, vous avez eu de la neige en plus cette semaine. C'était assez épeurant. Oh mon Dieu, on a capoté. Tellement de neige. Mais... Avez-vous fait comme en France quand il y a genre 1 millimètre de neige puis la société est paralysée au complet? Tout le monde va se cacher d'un bunker puis t'as des gens aux nouvelles qui filment le sol puis sont comme « Tempête nucléaire! Ben, écoute, il y a une raison que les villes comme en Virginie capotent un peu quand il y a beaucoup de snow. J'ai entendu comment je viens de le dire. Il y a beaucoup de neige. Je m'excuse. Les caribous qui écoutent, là. Excusez, j'attends. Non, c'est correct. J'ai couru après celle-là. Là. C'était absolument légitime de me taper dessus, étant donné la manière que je viens de dire ça. Mais c'est parce que quand tu regardes la quantité de neige qui tombe, puis l'investissement en capital fixe qu'il faut que tu fasses, comme municipalité, les camions, les comptes. Si tu le fais toi-même, c'est les camions, l'équipage, la logistique, de créer le plan de déneigement. C'est l'enfer. Si tu délègues à une compagnie privée, il faut que tu fasses le contrat, il faut que tu fasses un paquet d'affaires. Puis il n'y a pas une tonne de compagnies privées qui font ça parce que ça n'arrive pas fréquemment. Pour 10 cm dans l'année, tu ne feras pas ça en Virginie. Exactement. Non, c'est plus rentable pour toi de dire au pire, on perd une journée par année de productivité plutôt que de payer. C'est ça. Exactement. Parce que sinon, ça serait ridiculement coûteux. Écoute, je pense, si je me souviens bien, là, le chiffre, Fait que là, tu me coupes en plein milieu de ma question pour faire des profs d'économie de toi-même. Là. Pour faire des trucs sérieux, ouais. Ouais, c'est ça. Non, j'allais te demander.
J'allais te demander, as-tu trouvé ton resto préféré en Virginie? Toujours pas. Réglé? Toujours pas. Je commence à avoir une liste de top 10, mais graduellement, on se dirige vers quelque chose qui devrait devenir les habituels. Je te dirais que présentement, au top, mais c'est pas en Virginie, celui-là. Mais celui-là, je vais juste y aller quand quelqu'un m'invite. Parce que il y avait un steakhouse à DC que j'ai été quand j'étais... parce que je suis maintenant associé au Cato Institute. Puis les gens du Cato... Encore les frères Koch. Toute la vaste conspiration. Ouais. Écoute, finalement, la folle sur Facebook qui nous accusait d'être dans une conspiration des frères Koch a plus raison qu'on pensait. Ouais, mais écoute, ils m'ont tellement bien payé, ils m'ont amené dans un restaurant que, honnêtement, je pense que mon repas a dû coûter comme 300$. C'était des steaks d'une... Bon, ça, on y reviendra. La section Pornhub du podcast. Ouais, c'est ça. On y reviendra dans la partie Patreon. Écoute, comment je fais pour enchaîner à partir de ça, moi, là, à partir d'un steak de même? Ben, regarde, commençons par une question plus frivole en attendant, ou plus sérieuse, ça dépend du point de vue. William qui demande quelle est la première chose que Vincent va construire sur son île privée dans les Caraïbes? Et là, il y a des sous-questions à ça. Une bibliothèque? OK. Yep. Il y a des sous-questions à ça. Louis-Philippe qui rajoute quel sera le nom légal de l'île ainsi que sa forme d'État, monarchie, république, etc. Ben, moi, c'est clair que c'est une monarchie. Ben, vraiment, c'est pas vraiment important parce que je vais inviter personne parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres personnes à gérer. Fait que la forme de gouvernement va s'appliquer uniquement à moi. C'est pas grave, tu peux établir ton titre de principauté quand même. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'était une autre sous-question. Tu vois que les gens sont vraiment imbriqués dans le concept. Arrête, man. Il y avait tellement de meilleures suggestions que ça. Ben oui. Chef. Baron Geloso, moi, je la trouve pas pire. Non, mais si j'ai une baronnie, c'est que je l'avais en Angleterre. Là. C'est pas pareil. Baronnie, il faut que j'aille des gens à gérer. Là. Le but d'une île dans les Caraïbes, c'est que j'ai aucun autre être humain à gérer. Il y a Lord, moi, qui serais sûr qu'il choisirait. Lord Vincent Geloso. Je trouvais ça fitait. Ouais, je pense que c'est Lord. Le dernier Canadien qui est devenu Lord, c'était Conrad Black. Ça, c'est très mal fini. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je me souviens plus pourquoi tout le monde l'aimait pas, lui. Il y avait pas un peu une histoire de complot alentour de lui, là. Bon, disclaimer, Conrad Black est un ami. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un de même, Vincent finit tout le temps par dire que c'est un de ses amis. Mon livre, c'est lui qui a écrit la préface. Ben oui, c'est vrai. J'ai demandé à quelqu'un de me mettre en contact avec lui, savoir s'il voulait le faire. Il m'a appelé. Et fait, juste pour te donner l'histoire, j'envoie le courriel, je laisse mon numéro au bas, il m'appelle, straight up. Puis il commence à me donner... à me jaser de tout. Là. Puis on a jasé comme 1h30 au téléphone. Est-ce que c'est un historien ou un historien économique comme toi? C'est un historien, mais c'est aussi un milliardaire. Donc c'est un gars qui a commencé en faisant de l'histoire, mais il était PDG de Hollinger dans le temps au Québec. Il avait possédé, je pense, son premier journal, c'était le Sherbrooke Times. Donc tu sais, t'as donné une idée, il a commencé à... C'est donc bien hot comme nom. C'était un drôle de personnage en termes de la diversité des choses qu'il pouvait faire. Mais là, je suis pas un juriste. Donc, ce que je vais dire peut avoir probablement des erreurs dedans. Mais il a été accusé de ce qu'on appelle du mail fraud, qui est lorsqu'il a vendu des parts de son entreprise, apparemment, il n'a pas suivi la loi sur les corporations. Finalement, il a été acquitté de pas mal toutes les charges parce qu'éventuellement, il a été à la Cour suprême. Fait que, en premier lieu, il a été accusé. Il y avait comme 23 ou 24 chefs d'accusation. Il a été jugé coupable seulement sur 7. Après ça, de prison, je pense. Hein? C'est ça, il a fait 3 ans de prison. Puis après ça, il y a eu un compte de plus qui s'est ajouté. Pendant le tribunal, il y a eu une vidéo de lui qui est sortie, qu'il est allé dans sa maison dans laquelle il n'avait pas le droit d'aller, puis il avait sorti 1 boîte ou 2 boîtes de documents ou quelque chose comme ça,
ou plusieurs boîtes, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, ouais, là, il y a eu une charge d'obstruction de justice, qui était beaucoup plus sérieux. Mais cette charge-là, c'est celle qui a donné le plus gros de sa peine de prison. Parce qu'après ce qui s'est passé quand il a été à la Cour suprême, les 7 autres sur lesquels il a été jugé coupable, la Cour suprême a dit non, c'était pas legit. Fait qu'au final, il a été coupable uniquement de un truc qui était obstruction de justice. Puis c'était à sa défaveur. Je pense que je sais pas c'est quoi le détail derrière qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, c'est ça la raison que les gens l'haïssent, c'est qu'il est vu comme ayant joué mal le jeu, alors qu'au final, il faisait juste honnêtement, j'ai un collègue, Mais John. Ces affaires-là là, d'obstruction de justice, ça a vraiment une connotation extrêmement négative dans le public et les médias. Écoute, hier soir, j'ai écouté une petite vidéo sur Barry Bonds. Le gars est un joueur de baseball tout simplement fantastique. Puis oui, il y a eu un petit bout de temps où est-ce qu'il a pris des stéroïdes. Tout le monde comprendra ça. Bobblehead. Mais il a toujours été un peu détesté du public puis des médias pour toutes sortes de raisons. Mais le moment où est-ce qu'il s'est parjuré under oath en disant qu'il ne savait pas qu'il prenait des stéroïdes, tout ça, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Il savait ce qu'il faisait. Ça lui a donné une peine de 30 jours à domicile. Il n'a même pas été en prison pour ça, Barry Bonds. Là. Il a juste eu une peine d'incarcération à domicile de 30 jours. Ouais. Mais le backlash médiatique qui a suivi ça, c'est l'enfer. Alors que d'autres gars ont pris des stéroïdes aussi, comme Mike McGuire, Sammy Sosa, mais ils n'ont jamais eu le backlash que Barry Bonds a eu parce que lui, justement, il a été parjuré devant les tribunaux. Puis on dirait que dans le public, cette affaire-là, c'est une accusation qui passe vraiment mal. Ouais, mais je suis d'accord avec ça, là, mais écoute, au final, je suis pas assez bon juriste pour comprendre le pourquoi de ces charges-là, parce que la loi a vraiment l'air complexe à cet égard-là. Là. Pas juste du straightforward. Mais je te dirais qu'au début, quand il a fait ça, j'étais comme un petit peu, je suis ben, écoute, c'est quand même le grand historien du Duplessis au Québec, parce qu'il a écrit sa grosse bio de Duplessis. Puis je me suis dit, écoute, juste pour ça, ça vaut la peine. On est devenus amis. On correspond. Il m'a envoyé genre le draft de son livre, The Rise to Greatness. Il m'a demandé des commentaires. Fait que si tu regardes dedans, je suis dans les acknowledgements. Je suis dans les références. Il est vraiment gentil. En tout cas, il était super classe avec moi. Mais j'ai jamais eu le courage de demander parce que, je veux dire, c'était quand même pas un moment glorieux de sa vie. J'ai pas posé la question. Mais à un moment donné, j'ai eu la conversation avec un juriste à Georgetown, juste à côté. Puis il me dit, la grosse partie des corporate laws aux États-Unis, il y a toujours une place pour que le gouvernement puisse intervenir pour imposer des charges aux entreprises, justement parce que ça leur donne une sorte de droit de regard presque éternel, puis que c'est conçu comme ça, que c'est pas... son histoire, il s'appelle John Asness, le gars dont je te parle, puis il a écrit comme vraiment beaucoup d'articles sur ça. Là. Il est vraiment comme une sommité dans la profession légale. En fait, je pense qu'il y a un des articles les plus connus dans la profession de droit, c'est The Myth of the Rule of Law, qui est un article super controversé. Le gars, c'est un excellent juriste, mais il expliquait que il y a toujours comme une sorte de marge pour un procureur super actif de se faire du capital politique là-dessus, mais aussi d'avoir... disons, disons, différentes agences, pas avoir de problème avec des prosecutions qui sont un peu à la limite, c'est un peu comme moi, mais c'est pas clair à 100% c'est quoi qu'il y a de problématique, parce que justement le fédéral retire énormément de revenus de ces pénalités-là qui viennent. Est-ce que John a raison? Je le sais pas, mais je te dirais que quand il m'a conté ça, ça a fité avec l'affaire de Black, puis je me suis dit, peut-être au final, tu as le droit aussi dans la vie, là, peu importe, nonobstant des détails de l'affaire, mais dans la vie, ça arrive de faire des erreurs. Puis ça invalide pas ce que tu as fait avant dans ta vie, puis ça t'empêche pas de refaire des choses qui ont du sens aussi après. Là. Je comprends pas cette obsession-là qu'ont certaines personnes à haïr puis à canceller des gens parce que maintenant, ils ont fait quelque chose que tu... En fait, souvent, on ne sait même pas les détails de l'affaire. Puis des fois, c'est des trucs insignifiants. On pourra revenir sur l'affaire des
des taxes impayées d'Éric Duhem ou whatever. Là. Mais tu sais, c'est des affaires que tu te dis, mais au final, tu sais, on s'en crisse un peu, là, dans le fond. Là. Ça fait pas que la personne, je comprends là, que c'est une erreur ou que ça peut même, dans certains cas, être criminel, mais ça fait pas nécessairement que la personne, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est mauvais. Puis, on a une drôle de relation avec ces affaires-là criminelles parce que on est souvent sur l'impression que des crimes de col blanc qui impliquent fraude ou des choses comme ça, comme ça, c'est fait par un peu des riches, si on veut, souvent, là, des crimes de col blanc, les gens sont comme extrêmement intransigeants avec ça, mais un DUI, qui est un crime au sens de la loi, tu as vraiment driving under the influence, il y a des gens qui vont avoir des DUI, ils vont faire un petit peu de prison pour ça, puis ils peuvent continuer leur vie après comme si rien n'était. Ben, regarde, moi, je vais te donner un exemple avant de passer à la prochaine question pour pas trop qu'on s'écarte. Mais moi, je trouve ça surréaliste que, mettons, à mon avis, puis je peux me tromper dans mon évaluation, là, mais je pense que les gens qui le connaissent détestent plus la personne dont on parlait avant que, mettons, quelqu'un comme André Boisclair. Mais techniquement, ça n'a aucun sens. Là. Tu sais, d'un fait, t'as quelqu'un qui a fait une agression avec main armée puis toute la patente. Là, ouais, ben, écoute, tu comprends ce que je veux dire? Là? Ça n'a pas de sens. Là. Puis l'autre, dans le fond, honnêtement, je suis même pas au courant de l'histoire. Fait que je peux pas juger, en fait, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le droit aussi dans la vie là, d'avoir une passe où tu as fait des erreurs ou même tu as eu une erreur de jugement. Là, en fait, je le sais. Dans le cas de Black, je ne vais pas me prononcer parce que je le sais pas. Pour vrai, je suis pas capable de comprendre le droit là-dessus. Mais par contre, genre, je vais te donner un exemple que je pense qui est plus clair. Martha Stewart, qui, elle, a été accusée de délit d'initié lors d'une transaction. Le crime parfait de col blanc. C'est le crime parfait de col blanc. Mais moi, comme économiste, je ne vois aucune violation. Donc là, le cas de Black, en gros, c'est qu'il a essayé de vendre une partie de ses actions à un groupe d'entrepreneurs britanniques. Puis apparemment, il l'a fait de manière un peu dodgy. C'est ça que j'ai compris qui s'est passé. Puis, OK. En bout de ligne, il a quand même été acquitté de tous ces chefs-là. Ouais, pas mal. Le gros, là, c'est comme, je pense au final, en fait, j'ai trouvé le chiffre, là, c'est 3 des 24 comptes, je pense, quelque chose comme ça. Seulement 3 qui a été jugé coupable, plus obstruction of justice. Mais après ça, les 3 autres sont morts. Il n'y a pas vraiment de victimes là-dedans. Là. Fait que sa grosse erreur, réellement, c'est l'obstruction of justice. Oui. Puis ça joue, il n'y a aucune excuse pour lui. Puis, je veux dire, c'est pas à sa faveur. Ouais. Mais ceci dit, dans les crimes de col blanc, le délit d'initié, c'est celui que je suis prêt à dire que toute personne qui est en prison pour délit d'initié, comme toute personne qui est en prison, je pense, pour avoir vendu de la drogue de manière non violente, là, devrait être libérée, puis leur dossier expunge, je ne sais pas c'est quoi en français. Mais le délit d'initié, c'est une chose excessivement efficace, d'une part, parce que ça réduit les risques de firmes qui font de la vraie fraude, donc genre des schèmes de Ponzi ou de la non-divulgation de rapports financiers, de la cachée de l'information, parce que la personne peut faire un profit à divulguer de l'information, à la vendre à une tierce partie, ou elle-même à faire du leverage sur les marchés financiers en faisant des shorts. Donc, au final, tu réduis les chances de fraude, tu réduis le délai avant qu'on en découvre une. Tu as aussi le fait que ça fait fonctionner les marchés financiers mieux. Tout en fond, ce que tu es en train de dire, c'est que si on laissait les initiés trader comme ils veulent les titres de leur portefeuille, ils nous enverraient aux investisseurs une meilleure information que les documents qu'ils publient via la SEC. Parce que tout ce qu'on aurait à faire, c'est... Parce qu'évidemment, si les initiés transigent, tout ce qu'on veut savoir, c'est on veut savoir quand ils transigent, évidemment. Ça l'aiderait le public. Donc, quand on voit le président de l'entreprise se mettre à acheter beaucoup d'actions, ben là, on se dirait, crème, il se passe de quoi dans cette compagnie-là? Puis au contraire, si on verrait le président de l'entreprise être en train de shorter sa propre action, tu dirais, à ta peu, là, il s'en vient quelque chose de grave. Le marché a une information plus rapide en temps réel sur ce qui s'en vient dans l'entreprise. Yann, je fais un glissement vers une question qui nous permet de rester dans ce sujet-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande sur Patreon, si on avait 5 livres ou 5 économistes, mettons, qu'on devait absolument lire, ce serait qui que vous nommeriez? Puis là, j'ai comme pensé à justement ce que Pierre Lemieux a écrit sur le délit d'initié. Puis j'étais pas mal sûr que c'était un livre que soit Yann ou Vincent allait mais là, quand on dit 5 livres, là, y a-t-il un sujet comme particulier que... Non, mais mettons 5 livres d'économie que tu
tu aurais tendance à suggérer ou que, mettons, pour toi, sont des musts ou, mettons, qui t'ont marqué ou qui, je sais pas. Okay. Là, j'extrapole sa question là, pour te donner un... OK, ben je vais enlever, regarde, je vais imposer une restriction, puis je vais ajouter quelque chose qui me fait plaisir. La restriction, c'est que je ne vais pas proposer des livres techniques. Fait que il y a des livres qui m'ont vraiment influencé, mais qui sont vraiment beaucoup techniques, mais ils ont beaucoup influencé ma philosophie. Puis je vais prendre des livres, par contre, qui sont peut-être plus importants en termes de comment ils ont changé ma conception du monde. L'apologie des sorcières modernes de Pierre Lemieux, de loin. De loin. Fait que là, je vais aussi mettre la condition que c'est en français. Fait que ou qui a été traduit en français. Ouais. Je pense que pour le public, s'il n'est pas traduit, c'est pas grave. Là. Les gens sont capables de retrouver là, quand même. Mais, Non, mais parce qu'au final, je veux dire, je pense... regarde, je vais juste y aller avec ça. Là, ça va être plus simple. Parce que généralement, ça a été traduit en français, ce qui était assez important comme livre là, pour commencer. Fait que... L'apologie des sorcières modernes de Pierre Lemieux, c'est un petit livre. Le format est un peu étrange, physiquement. Là, le livre est comme rectangulaire, super mince, mais c'est un livre incroyable. Incroyable. Pierre a fait une job de... je l'ai adoré, moi aussi, je l'ai lu. Il a expliqué une littérature qui était d'une complexité là, incroyable. Mais moi, ce qui m'a fasciné du livre, c'est que c'est la première fois que je rentrais dans un livre avec une idée fortement préconçue, défavorable à un livre de quelqu'un que j'apprécie. Parce que, tu sais, je suis dans la finance. Là, fait que l'affaire de l'initié, là, c'est quelque chose que je trouve que c'est... Faut pas que tu fasses ça, là, tu sais. Fait que là, je prends son livre, puis je vois le sujet, puis je fais « Aïe, c'est sûr que je vais être contre du début à la fin. » Hey, tu finis le livre, tu fais « Oh, les shit, je suis plus sûr de mes affaires pantoute. » Non. Moi, il a cassé des affaires pour moi. Là, je te dirais que moi aussi, j'ai parti avec la même prémisse que toi. Parce que les gens m'avaient dit, ben, c'est parce que c'est pas... La raison qui était principale, il y en a plein d'autres qui sont ajoutés à côté, mais je pense qu'ils sont ajoutés après les faits pour comme beef up un cas qu'on sait qui est normatif seulement, qui était que c'est pas juste pour les autres investisseurs. Mais si dès que tu acceptes la prémisse de ce qu'on appelle l'hypothèse des marchés efficients, que dès que quelqu'un fait une action, elle divulge l'information pour les autres. Donc, juste en regardant les titres qui sont mis en échange sur la bourse au quotidien ou sur les marchés de futures, les volumes, la fréquence vont être suffisants pour te dire s'il y a quelque chose qui se passe. Et tu n'as pas besoin de plus que ça, parce que dès que ça se passe, tout le monde va se coller. Fait que si tu es le premier à te déplacer, tu vas peut-être avoir un bénéfice, mais il va être rapidement dilué par le fait que, comme étant une action toi-même, tu divulges l'information pour d'autres personnes. Divulgue, excuse-moi. Si tu vois, je travaille vraiment en anglais, français dans ma tête. Mais c'est parce que tout mon langage technique est en anglais. C'est ça vraiment le problème de ma job. Mais un exemple de ça qui est vraiment super parlant, quand tu regardes dans l'histoire des transactions financières, les futures, OK? En fait, non, j'en ai un meilleur que ça. Dans les années 50, les États-Unis essaient de faire la bombe à hydrogène. Et il y a un économiste qui s'appelle Armin Alchian qui travaille dans le temps au Rand Corporation. Puis le Rand Corporation, c'est un groupe d'économistes qui font tant des choses pour le secteur privé, mais aussi pour le gouvernement en défense. C'est là, par exemple, dans le film genre A Beautiful Mind avec John Nash. John Nash travaillait chez Rand pendant un bout parce que lui, en théorie des jeux, faisait la stratégie nucléaire. Le groupe Rand est un groupe vraiment... Les économistes qui vont là, c'est pas des ticounes, puis ceux qui sont au top de l'administration, c'est pas des ticounes. Armin Alchian, qui est un des meilleurs économistes du 20e siècle, qui est mort avant d'avoir son Nobel. Tout le monde est d'accord qu'il devait l'avoir. Il a écrit, tu prends la liste des top 20 articles de la profession, il a écrit comme 2 des top 20 de tout le 20e siècle. Okay? Fait que le gars, c'était une sommité. Lui, ce qu'il a fait, c'est quand il était en train de faire la bombe à hydrogène, il décide de regarder, mais on ne savait pas que c'était de l'hydrogène qui était utilisé de 1. On savait qu'il y avait une nouvelle bombe nucléaire qui était faite. Et il voulait savoir aussi quelle était la compagnie qui était en charge de ça. Lui, il était dans la bibliothèque publique. Il a collecté toutes les trades des dernières comme plusieurs mois.
Et comme il y avait une liste de choses que les gens parlaient en public qui était une possibilité théorique, il a été capable d'identifier que c'était de l'hydrogène puis quelle compagnie le fabriquait. Il a écrit son article, mais comme il était à RAND, ils avaient un droit de regard sur si ou non c'était publié. Ils ont tué l'article parce qu'il y avait la bonne réponse. Mais le gars, depuis, il y a des gens qui ont répliqué l'article parce que le sujet est mort. Mais il y a un gars qui a écrit un article super connu maintenant. How did Armin Alchian do it? Puis il montre qu'en fait, avec des méthodes super simples, parce que tu as l'hypothèse de l'efficience des marchés, tu peux le découvrir assez facilement, même si tu es un ticoun dans une bibliothèque. Donc, imagine des fonds d'investissement qui ont plusieurs millions de dollars ou plusieurs milliards de dollars qui gèrent pour d'autres personnes. Vincent, elle va même pas là. Fais juste penser au supercomputer d'aujourd'hui. Probablement, mais tu sais, je peux ajouter ça aussi. Mais mets ça ensemble. Si un économiste avec papier-crayon était capable de répondre à ça en 1950, l'infrastructure qui existe fait en sorte que, clairement, ça va fonctionner encore mieux aujourd'hui. Donc, au final, pour revenir à l'insider trading, pourquoi Pierre Lemieux, ça avait eu autant d'influence, c'est parce que ça enlevait complètement l'idée de l'importance d'être équitable parce que, parce que ça détruit même la nécessité de ce point-là, parce que tu n'as plus besoin d'être équitable dans ce cas-ci. Puis non seulement ça, mais probablement que c'est plus équitable parce que tu élimines les situations. Puis le meilleur exemple, c'était, puis je pense, s'il avait réécrit le livre en 2003, 2004, genre après le scandale d'Enron, je suis sûr que Pierre Lemieux aurait dit, imagine si quelqu'un chez Enron qui était conscient de la fraude aurait pu prendre des fonds puis faire des shorts contre. On l'aurait su avant. On l'aurait su bien avant. Ben oui. Il y a des millions de personnes, peut-être pas des millions, je ne sais pas combien de personnes avaient des actions, mais un grand nombre de Californiens. C'est des millions. C'est des millions. OK. J'aurais dit peut-être des centaines de milliers, j'aurais peut-être dit peut-être 1 million, mais disons, un gros nombre de Californiens, d'Américains n'auraient pas eu à faire les frais de la fraude qui se produit dans cette compagnie-là parce que quelqu'un aurait pu faire un gigantesque profit. Puis je pense même que les employés d'Enron, de mémoire, leur fonds de pension, c'était des actions d'Enron. Écoute, c'est fou, là. Ça, je me souvenais pas. Yann, toi, c'est quoi ton livre que tu gardes? D'économie. Parce que je vais en prendre juste un, parce que là, on va faire, si on en prend chacun 5, on va faire un podcast au complet. Je l'ai déjà dit, puis ça fait. C'est poche parce que c'est encore Pierre Lemieux, là, mais comprendre l'économie ou comment les économistes pensent. C'est la base. C'est la base. Entre ça, puis un livre de micro ou de macro 101, là, mais Pierre explique tellement. Ça, c'est lisable. Là. Mais c'est plus que ça. Pierre écrit tellement bien. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est une bonne brique. Là. C'est quoi? C'est du 400 pages écrit petit. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Ça fait 10 ans facile que j'ai lu ça. Puis il fait le tour de tout là-dedans. En fait, le plus gros changement dans ma mentalité à l'époque, dans ma façon de penser ou d'aborder les questions économiques, c'est sur l'import-export. Définitivement. Notre tendance au Québec à toujours vouloir protéger les producteurs. Balance commerciale. Balance commerciale, protéger toujours les producteurs. Puis ouais, mais les producteurs, il n'y a jamais personne qui parle des consommateurs. Le côté importation, la façon qui est traitée là-dedans, de te faire voir comment que l'importation à faible coût, c'est une bonne chose. Comment que les tarifs, c'est une mauvaise chose. Comment que la réglementation, c'est une mauvaise chose. Comment que les accords de libre-échange, c'est un peu loufoque. Qu'il ne devrait juste pas avoir d'accord de libre-échange parce qu'on devrait juste faire du libre-échange. Un accord de libre-échange, c'est pas pour libéraliser le marché, c'est pour imposer des restrictions à tout ce qui n'est pas libre. Il vient comme prendre quelque chose qui est pris pour acquis dans les médias traditionnels, puis il le renverse complètement. Ouais. Un peu comme il a fait avec le délit d'initié. C'est une série de préconçus que tu as entendu 1000 fois, puis là tu lis ça, puis tu fais « Oh shit! OK, je l'avais pas vu... Je l'avais pas vu venir de même. Écoute, moi, je vais prendre comme choix, parce que moi, j'aime lire les économistes, surtout quand ça touche un peu... Mais je peux t'en donner juste un autre avant. Ça va être vite fait. En finance, celui-là, finance comportementale. Vraiment pour les... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trade par eux-mêmes, tout ça. Un livre de base, rien de compliqué, tout est simple. Michel n'a rien inventé dans son livre, c'est toutes des choses qu'on retrouve ailleurs. Mais Pile et Face de Michel Villa, en français, là. C'est le genre de livre qu'on ne trouve pas en français normalement.
Fait que il n'y a rien de compliqué, il n'a rien inventé de lui-même, il a tout pris du stock qui est publié par d'autres personnes, il l'a vulgarisé, il l'a simplifié, la finance comportementale, la façon de trader, la façon de penser quand tu trades. Ce livre-là, je l'ai toujours trouvé que c'était une base qui était super cool à avoir en finance, puis qui n'est pas compliqué. Là, les gens qui vont lire ce livre-là, ils n'auront pas de misère là, à suivre. Écoute, c'est toutes des bonnes suggestions. Moi, j'ai gardé, écoute, j'aurais pu en prendre 15, là, mais je vais prendre celui-là parce que c'était ironiquement un prof de socio communiste qui m'a fait découvrir cet auteur-là. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi il lisait ça, mais ça se trouve que le gars, il lisait du Hayek souvent. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir ce livre-là, The Fatal Conceit, The Errors of Socialism. Ça, c'est, à mon avis, c'est le... je pense qu'il est en français. Il doit être en français. Ouais, il doit avoir une version franco, mais je ne l'ai pas trouvé. Là. Moi, je l'avais lu en anglais. Là. Mais j'ai lu ça fait presque 10 ans. Mais tu sais, quand on dit qu'Hayek a débâti tout le mythe de la planification centrale, puis cette idée-là que le politburo, avec peut planifier des grandes tendances versus le marché, puis tout ça, ça a été complètement débâti. On dit tout le temps qu'Hayek a débâti ça, mais c'est dans ce livre-là. Ouais, c'est ça, la traduction, c'est la présomption fatale. Ouais. Les erreurs du socialisme. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bon livre. Puis dans la sphère francophone, honnêtement, t'as Miguet qui a repris beaucoup de... qui a repris, je sais pas si c'est repris comme tel, mais t'as des idées qui se retrouvent beaucoup là, dans plusieurs livres de Miguet, là, justement, sur quand il parle du système de santé québécois, puis plein d'affaires. C'est des arguments que tu retrouves le problème de Miguet... d'Hayek, le problème de Miguet, c'est qu'il est vraiment bon en termes d'analyse. Il est vraiment il est on point. Le problème, c'est qu'il écrit comme un économiste. Puis la plupart des économistes écrivent de manière très, très, très difficile à lire. Même si, c'est pas... moi, peut-être, j'ai pas tout lu son œuvre, of course, là, mais le dernier que j'ai lu, c'était le déclin, le déclin tranquille, je trouve. Étatisme et déclin du Québec, quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même bien écrit, honnêtement. Mais c'est sûr que quand tu es habitué de lire des trucs de philo, pour toi, tout est bien écrit. C'est exactement ça que je m'en allais te dire. Ouais, t'es vraiment pas la personne représentative dans l'échantillon. Là. Je m'excuse, mais... Non, c'est sûr. J'avoue je t'aime bien, Frank. En le disant, j'étais comme moi. C'est sûr que comparé à Kant, c'est quasiment un poème. Là. Mais en effet... Mais pour revenir, la présomption fatale, moi, ce que je me souviens de la phrase magique, c'était Hayek, il disait, puis ça a vraiment, ce passage-là, je le sais en anglais, mais pas en français, c'est There are two orders in society, the micro and the macro. The macro being formal institutions, those that government do. Puis les micro, ceux qui sont les petites institutions, la famille, les choses comme ça. Si tu donnes trop de place aux institutions macro, tu vas étouffer les institutions micro. Si tu donnes trop de place aux institutions micro, les institutions macro vont s'effondrer. Puis, dans ça, il y avait vraiment la conception claire de ce qu'est le libéralisme. Que tu as un rôle pour un État. Il est difficile de savoir exactement c'est quoi le sweet spot, mais il existe quand même. Et voici la raison pour laquelle il existe. C'est pas juste l'idée que tu maximises la croissance économique, c'est que c'est un équilibre entre les différents arrangements de la société, que si tu vas au-delà de l'un ou en deux cas de l'autre, tu vas détruire la société d'une manière ou de l'autre. Mais ça revient un peu à un argument qu'on disait cette semaine, tu sais, quand on a parlé de productivité, Frank, là, comment que les Français, tu sais, on est dans une position où est-ce que les Français ont une fonction publique qui est gigantesque, puis la taille de l'État dans le PIB, c'est comme quasiment 60-62%, mais avec un taux de productivité quand même assez supérieur à ce qu'on voit au Québec ou au Canada. Fait que, tu sais, le point où est-ce que... Ben, je ne dirais pas d'équilibre parce que je ne pense pas que plus d'États est souhaitable, évidemment, mais si on voulait avoir l'État français au Québec, on ne serait juste pas capable.
on n'a jamais la productivité pour être capable de supporter ça dans le secteur privé. Alors que les Français peuvent se permettre peut-être de grimper ça à 62 du PIB parce qu'il y a une productivité, justement, dans leur économie. Tu sais, c'est des affaires, je pense, qui sont variables de place en place. Je pense que le plus gros défaut qu'on a en économie, c'est de sursimplifier souvent. C'est d'essayer de faire un modèle simpliste pour expliquer quelque chose. Donc, on met une ou deux variables dans le modèle, alors qu'en réalité, c'est réellement multifactoriel puis très large. Ouais. Mais, tu sais, il y a une taille optimale ou une taille à ne pas dépasser. Je dirais pas optimale parce que c'est pas le bon mot. Il y a une taille à ne pas dépasser. Optimal, c'est le bon mot, je pense que. Oui, mais la taille optimale est beaucoup plus faible que la taille maximale qu'un État peut avoir avant de commencer à nuire. Mais optimal là, pour les gens parce qu'il y a un concept derrière optimum là, pour l'expliquer aux gens. Quand les gens utilisent ça, j'ai entendu à un moment donné un journaliste dire optimal, puis ce qu'il voulait dire, c'était comme on va optimiser en maximisant le plus. Non. Quand tu dis optimal, c'est que tu maximises quelque chose. Ça veut dire que dans une fonction, il y a comme un point qui est un sweet spot. Fait que tu dois t'imaginer une courbe qui fait une sorte de U. Quand tu optimises, tu es au point le plus élevé de la fonction. Tu optimises en maximisant, tu es au point optimal de la fonction. Si c'est une fonction qui est en U, un vrai U, pas un U inversé, tu optimises en minimisant au bas de la fonction. Ce que je voulais dire, dans le fond, quand je parlais d'optimiser, c'est comme, mettons, tu as 20%, la taille de l'État dans l'économie, c'est 20%, par exemple. Ben, c'est là que tu optimises la croissance économique. Exactement. C'est là que tu as le plus haut taux de croissance. Si la taille de l'État est à 45%, par exemple, disons, ben, c'est là que tu commences à nuire à l'économie. Donc, c'est le point maximal où est-ce qu'il faut que tu ailles avant de commencer à être contre-productif. Mais techniquement, il n'y a pas de taille maximale pour l'État. C'est-à-dire que ça peut être entre 0 et 100%. Oui, mais il y a un point où est-ce qu'il commence carrément à être contre-productif pour l'économie. Yep. Ouais. Fait que, tu sais, normalement, je pense que tout le monde souhaiterait que la taille de l'État soit au point optimal, parce que je pense que 0%, c'est pas intelligent, parce qu'on se ramasse dans une économie qui est quand même chaotique. Fait que l'optimal est probablement à quelque part, je dirais, autour de 20%, par exemple. Je vais juste faire une nuance, là. Moi, un de mes articles qui est le plus connu, c'est dans lequel je dis que, en théorie, il n'existe aucun point optimal pour l'État. En fait, c'est possible que 0 État soit celui qui donne le plus de croissance. Mais attends, mais il y a un gros caveat, c'est que je dis que ce point-là ne peut jamais exister longtemps. La raison que je dis, c'est quand on regarde historiquement des sociétés qui n'ont pas d'État, donc les quelques exemples d'épisodes, puis le mot épisode ici est important, de sociétés qui ont un État très faible ou qui sont en ce que tu pourrais appeler carrément de l'anarcho-capitalisme, ce ne sont pas des sociétés qui sont aussi riches ou plus riches que leurs contemporains qui ont des États plus forts. As-tu un exemple, par exemple, d'un épisode qui vient j'en ai 3 que j'ai documentés. Les prairies canadiennes avant l'extension de l'État canadien, l'Acadie dans la période coloniale et l'Islande médiévale. Okay. Les 3 exemples montrent des niveaux de vie vraiment importants, mais aussi des niveaux de paix assez importants. Par contre, les 3 exemples se terminent très mal. L'Islande se termine avec l'annexation par la Norvège très violente et un déclin de la population sur comme plusieurs siècles. L'Acadie, ça se finit avec le grand dérangement et la déportation des Acadiens. Et les prairies canadiennes, ça finit avec les guerres contre les Métis. Donc, dans les 3 cas, ça finit en désastre. Ouais, ça pose comme des problèmes de sécurité nationale. Exactement. L'argument que j'ai fait dans un article qui s'appelle State Capacity and Economic Growth, Causal or Correlative. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que la seule raison qu'on trouve un point optimal pour l'État, c'est parce qu'on a éliminé, par nature, des situations où est-ce que tu as un État qui est faible, mais que tu as une société riche, invite la prédation tant externe que interne, que ces cas-là ne peuvent pas survivre. Les 2 seules manières que tu peux survivre, c'est que tu développes un État pour résister à la prédation ou tu te fais conquérir. Ouais. En tel cas, tu deviens... tu perds le résultat historiquement, c'est un peu ce qui amène à l'émergence de l'État aussi, d'un point de vue historique. C'est qu'à un moment donné, à un moment donné, tu vis de la prédation des concurrents qui sont autour, puis à chaque fois, tu as le village se fait envahir tout le temps. Fait qu'à un moment donné, je le caricature un peu, là, mais on comprend l'idée derrière ça. C'est qu'à un moment donné, c'est un besoin de sécurité qui émerge des menaces étrangères. C'est pour ça que, contrairement à plusieurs autres libéraux, moi, ce que je dis, c'est que l'État n'est pas nécessaire, mais il est inévitable. Comme il est inévitable, ce que tu devrais faire, c'est de créer toutes les règles du jeu qui font en sorte que tu le contiens à sa mission fondamentale
d'éviter la prédation interne et externe. Parce que tu peux pas... Mais au-delà de ça, l'État peut devenir nocif. En deçà de ça, tu vas te retrouver avec un cas où tu pourras avoir la chance d'être conquis. Et lorsque tu es conquis, tu te retrouves comme les Acadiens qui se font déporter, ou comme les Métis qui se font pendre, ou comme les Islandais qui se retrouvent subjugués par les Norvégiens. Donc, tu as un équilibre qui est pas stable, mais l'État est donc inévitable. Comme il est inévitable, essaie de le rendre productif aux choses qu'il doit générer. Mais ça ne veut pas dire que l'État en soi est la cause de croissance économique. Dans le mécanisme que moi je dis, l'État est le résultat de la croissance économique. Ouais, ce qui fait chier beaucoup de monde, soit dit en passant. Cet article-là devient de plus en plus cité. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des courriels. Je te dirais, une fois par mois, j'ai un courriel d'un prof qui est là. Tu réalises-tu à quel point c'est radical ce que tu as écrit, mais comment c'est... J'ai un gars de Harvard, par exemple, qui m'a envoyé un courriel, Robert Bates, qui est comme une des sommités dans le domaine. Il dit ton argument est absolument... Il dit c'était étanche, ça n'avait aucun sens, c'était bien arrangé, c'était super convaincant. Puis il dit ça a vraiment changé mes priors dans la conversation. Je pense que c'est la première fois que tu nous parles de cet article-là, je me trompe-tu? Ouais, c'est un article super théorique. C'est un de mes articles les plus théoriques qu'il y a. J'essaye, puis ça fait partie, c'est le noyau d'un livre que j'essaye d'écrire, mais il y a tellement de choses qui doivent venir avec, puis j'ai pas tout formulé les autres choses, parce que dans l'exemple que je donne dans le livre, c'est uniquement de la prédation externe. Ça explique pas, parce qu'il y a quand même, à partir de ça, il y a comme plein de questions qui émergent. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe si tu es conquis? Est-ce que, en moyenne, c'est quoi qui se passe à ces sociétés-là? Mais il y en a aussi qui ont développé des États. L'Angleterre est un bon exemple. L'Angleterre avait un État super faible dans la période médiévale. De tous les endroits qui avaient des États, c'était le plus faible. Mais ils ont développé l'État le plus fort de l'Europe, justement pour résister les maudits Français et les Espagnols, les deux vilains de l'histoire britannique. Là. Initialement les Espagnols, ensuite les Français. En fait, éternellement les Français et pendant un moment les Espagnols. Ils développent un État et là, réussissent justement à protéger cette richesse-là. Mais il faut que je les documente. Mais un autre problème que j'ai, c'est que il faut que je documente aussi à l'intérieur de la société pourquoi il y a des secteurs de l'économie qui ont peu d'État, mais ensuite, éventuellement, ils se retrouvent à être absorbés. Donc, pense à l'Internet, émerge peu de réglementation, complètement extra-légale. L'État intervient seulement 10, 15, 20 ans plus tard. Est-ce que ça fit dans mon modèle, ça, ou est-ce que ça fonctionne uniquement pour l'externe ou l'invasion? Fait qu'il y a plein de choses qu'il faut que je finisse de tisser pour voir si... Puis je ne sais pas encore ce que je pense exactement. Ça, c'est un argument que j'ai lu dans le livre, le Politically Incorrect Guide to Socialism, là, de ton ami là, que je t'ai parlé l'autre fois. Il amène un argument qui m'a vraiment fait rire d'une certaine façon. Il disait, réalisez-vous que le système de public schools aux États-Unis est plus soviétisé que l'agriculture en Union soviétique pendant le communisme? Et là, il fait un peu la démonstration rapide là, parce que c'est très abrégé, mais il dit il restait plus de privés dans l'agriculture en Union soviétique pendant le communisme que présentement dans le système scolaire. Puis il dit, c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, on dit que le socialisme, c'est mal, puis on veut pas ça. Puis on a l'impression qu'on vit dans une grande terre libre et capitaliste aux États-Unis. Mais il dit, la réalité, c'est que quand tu regardes secteur par secteur, il y a des secteurs qui sont complètement soviétisés dans notre façon de travailler. Mm-hmm. Et souvent, ces secteurs-là sont complètement dysfonctionnels. Quand tu y penses réellement. Puis il dit, un des exemples m'a fait rire, mais j'ai dit, tabarouette, c'est fascinant. Il dit, tu sais, à un moment donné, les profs dans les écoles, tu les payes en fonction des grades des étudiants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la difficulté des examens. Après ça, tu les payes en fonction du nombre d'enfants qui vont avoir des difficultés dans leur classe, donc les Special Needs Kids. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, soudainement, il y a plus de diagnostics qui se font pour des Special Needs Kids quelques années après. Il dit, il y avait un système pareil en Russie qui se passait au niveau des travailleurs d'usine. Il dit, le directeur de l'usine était payé selon des barèmes de performance. Puis à un moment donné, on s'est mis à compter le nombre de clous qui sortaient de son usine parce qu'il fabriquait des clous. Fait qu'il était payé en fonction du nombre de clous qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à faire des petites crises de clous de finition. Peu importe ce que le marché avait besoin, on fabriquait des clous de finition parce qu'on était payé en fonction le contrôle de qualité ne devait pas être terrible. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont inondé le marché de clous de finition parce qu'ils étaient payés en fonction du nombre. Là, après ça, les planificateurs centraux se sont dit « Non, ça marche pas, ça. »
Fait que là, comment on fait pour contrer la réponse du directeur d'usine? On va le payer en fonction du tonnage. Fait que ça va être mieux comme ça. Il ne pourra plus crosser le système. Qu'est-ce qui arrive? Il vire sa shop de bar. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à produire des Christy de gros clous parce que c'était plus rapide pour produire du gros tonnage. Fait que là, il inonde le marché de clous gigantesques d'un pied de long. Puis, en aucun cas, ils sont capables de matcher la demande réelle de qu'est-ce que le marché a besoin des clous en Russie ou en Union soviétique à cette époque-là. Parce que le planificateur central essaie de donner des incitatifs pour augmenter la production, mais il n'est jamais capable de donner le bon incitatif pour correspondre à ce que le marché a réellement besoin. Parce qu'il n'y a plus de prix disponible dans le calcul. Fait que, tu sais, ce bout-là du livre m'a vraiment fait voir les choses d'une manière différente. Puis à un moment donné, tu es là, tu dis, tu sais, on trouve tout le temps ça exagéré de dire, ah, ça c'est des communistes, des socialistes, tout ça. Dire ça en Amérique du Nord, c'est un peu weird, mais dans certains secteurs économiques, tu peux le dire quasiment. Ben, l'argument que tu viens de donner, c'est un peu le même argument que donne Hayek aussi, puis Miguel dans un autre ordre d'idée, mais c'est que, justement, peu importe l'intelligence des gens qui sont autour de la table, c'est pas important. Là. Parce que souvent, les gens de gauche radicale, l'idée qu'ils ont, c'est ben, si tu mets les bonnes personnes puis des gens fucking brillants, là, fait que là, tu as un gouvernement, tout le monde a 140 de QI autour de la table, puis mettons le gouvernement idéal. Là, tout le monde est des génies, puis tout le monde prend des bonnes décisions, mais tu n'es jamais capable, même avec des gens brillants, de battre le marché. Parce que personne ne peut anticiper tous les comportements qui vont émerger à cause des affaires que tu vas mettre. Fait que là, tu mets des exigences de l'avant. Puis là, toi, tu dis, OK, ben là, les gens, si je fais ça, ils vont peut-être faire ça. Ils vont peut-être faire ça. Ils vont peut-être faire ça. Puis maintenant, il y a un truc que tu n'as pas pensé parce que tu ne peux pas penser à toutes ces affaires-là. C'est impossible. Personne ne peut battre le marché, en fait. Je veux juste souligner un exemple. L'affaire de l'intelligence. J'ai toujours aimé ça quand les gens disent on a juste besoin de dirigeants qui sont plus intelligents. Le groupe de gens le plus intelligent qui a jamais été à la charge d'un État, ben oui, tu les as tous vus au tribunal de Nuremberg. Parce qu'à Nuremberg, on leur a fait des tests de QI. Le plus cave avait 120. Le plus cave avait 120. Ce qui veut dire qu'il était à peu près 2 écarts types au-dessus de la moyenne, si je ne me trompe pas. C'est gigantesque. Là. Ça veut dire que tu les places dans le top 5% de la population en termes d'intelligence. Mais, moralement, c'était atroce. Mais économiquement, c'était aussi un désastre. C'était pas des bons planificateurs. Tu regardes les détails de comment ils géraient le plan, le 4-year plan, parce qu'il fallait pas l'appeler le plan de 5 ans, parce que ça, c'était Staline. Ça, c'était il y avait le 4-year plan. Puis c'était un désastre. Là. C'était même dans la période de paix, c'était un désastre. C'était incroyable comment l'Allemagne était rendue. Il y a un livre vraiment bon qui s'appelle The Vampire Economy qui explique vraiment l'économie sous le nazisme. Puis c'est vraiment, t'étais là comme ouais, c'est vraiment. Mais ça, c'est une question qui nous revient souvent, Vincent. Pourquoi une économie planifiée comme la Russie, qui était sur des plans de 5 ans, est appelée du communisme de gauche? Puis une économie planifiée sous des plans de 4 ans, sous Hitler, est appelée de l'autoritarisme de droite. Pourquoi c'est comme ça, sérieusement? Moi, regarde, je vais te donner mon explication. Là. Ouais, c'est que la seule dimension qui est importante pour les gens qui classifient ça est l'aspect identitaire et racial. Là. L'aspect économique ne les intéresse pas tant que ça. Fait que, ce qu'ils retiennent de cet épisode-là de l'histoire, c'est les camps de concentration, le génocide, ce qui est la partie importante, on s'entend. Quand même. Mais mettons qu'on parle d'économie pure, il n'y a absolument rien. Si dans ta tête, droite égale libéralisme économique, il n'y a absolument rien de droite. Écoute, ils ont nationalisé des pans entiers de l'économie. Ils étaient même rendus à aller expliquer aux concessionnaires automobiles quel type de char ils devaient faire. Oh oui, c'était pas... L'Allemagne nazie, c'est une économie planifiée de la même manière que l'URSS l'est. Puis non seulement ça, mais j'ai jamais trop compris pourquoi les camps de concentration en Allemagne étaient vus comme moins pires que ceux de l'URSS. Oui. Je m'excuse, mais les goulags, c'est des camps de concentration. L'Holodomor, c'était une forme d'extermination génocidaire. Oui. Je m'excuse, mais dans ma tête, il n'y a aucune manière de dire qu'on est tellement loin dans l'immoralité que tu peux plus... c'est même la principale différence entre les deux, c'est que l'Allemagne, c'était un génocide dans le sens qu'on visait quelqu'un pour sa race, sa religion. Tandis qu'en Russie, c'était même en Russie, ils ont fait ça avec les Ukrainiens. Ils ont fait ça avec les Ukrainiens. Puis la condition des Juifs en Russie, là, je veux dire, pourquoi il y a autant de gens en Israël qui ont des prénoms à consonance russe, c'est qu'ils ont été chassés de la Russie. Là.
Oui, mais il y a aussi l'exemple de Staline, un peu avant de mourir, avait fait la purge des médecins juifs. Donc, il avait ciblé un paquet de médecins en URSS qui étaient généralement des juifs. Et ils les avaient ciblés parce qu'ils pensaient il y avait un complot contre lui, qu'eux allaient justement essayer de l'assassiner. Et c'est une des raisons d'ailleurs qu'il n'y a personne qui a voulu s'occuper de lui pendant qu'il était en train de mourir à la fin, parce que tous les médecins avaient peur de lui. Mais la persécution qui a été faite des médecins, je veux dire, un régime, puis ça, là, les gens doivent arrêter. On a déjà eu cette conversation-là. Arrêtez d'essayer de classifier des régimes dictatoriaux comme pire ou moins pire que l'autre. Dès que tu as franchi une certaine ligne, là, vous êtes tous dans la même catégorie, parce que à ce point-ci, ça ne vaut plus la peine. L'exercice est d'une futilité absolue. Pas de la gauche, pas de la droite, c'est des hassles. Ben, c'est du totalitarisme, en fait. C'est ça. Exactement. Mais la raison que je dis ça, c'est que c'est de la perspective d'un libéral, là. Parce que tu peux avoir plusieurs manières de couper Puis on a déjà dit, tu as plusieurs manières que tu coupes le discours. Si tu es un conservateur, tu vois tout comme une opposition entre civilisation et barbarisme. Si tu es de gauche, tu vois tout entre oppresseur et opprimé. Mais si tu es libéral, toi, ce que tu vois, c'est la différence entre association volontaire et coercition. Si tu vois ça de même, il n'y a aucune manière de distinguer l'URSS de l'Allemagne nazie. C'est deux sociétés qui utilisent la coercition constamment. La motivation derrière n'est pas du tout elle est purement accessoire, dans le sens que c'est uniquement l'outil que la personne qui a le pouvoir se sert pour pouvoir violenter la population pour des raisons, pour justifier la violence qu'il produit, pour justement lui s'enrichir ou obtenir les choses que lui désire. C'est purement instrumental, surtout si tu es libéral, tu as une vision du droit naturel, que l'être humain a des droits qui lui précèdent l'existence de l'État, et l'État ne fait que les reconnaître. Il ne peut pas les créer. L'État ne crée pas des droits. Il reconnaît les droits naturels que tu as. Et nous, ce qu'on voit quand même libéraux, quand tu regardes différents régimes dictatoriaux, c'est qu'ils ont tous décidé, ils ont juste tous décidé de nier les droits naturels de l'être humain. Et la motivation devient purement accessoire. Après ça, tu dis « Oh, mais je l'ai fait parce que les autres, ils étaient méchants, puis eux, je les aime pas, puis eux, ils font partie d'un complot, puis eux, ils sont pas pareils comme nous, puis eux, ils sont pas parfaitement dédiés au communisme pur. » Ben, non, vous êtes tous des sacs à merde. Point barre. La discussion s'arrête ici. Vous avez tous décidé de faire mal. Quand je pense, pour clore là-dessus, d'autres points qui pourraient être soulevés sur pourquoi les gens, en général, voient ça comme deux extrêmes opposés, c'est que les deux se sont fait la guerre énormément. Donc, en Allemagne, les nazis étaient extrêmement hostiles au communisme, mais pas pour des raisons d'opposition économique, parce que Hitler, c'était un grand libéral, puis il ne voulait pas de communistes qui gèrent l'économie. C'est qu'il ne voulait pas avoir la mainmise d'un État étranger dans le pays. Donc, en gros, c'est ça l'affaire, c'est que comme le communisme avait une volonté d'expansion, et que partout où des régimes communistes ont été implantés, ils étaient comme redevables à l'Union soviétique, donc à Cuba, un peu partout, s'ils étaient tous connectés à la maison mère, ben les nationalistes allemands, qui partageaient avec eux bien des points sur l'aspect économique, ne voulaient pas de ça, t'sais. Donc, c'est pour ça qu'ils leur ont mis des affaires sur le dos. Ils ont foutu le feu dans le Parlement. Ils disaient que c'était les communistes. Il y avait une concurrence, en fait, entre deux mouvances totalitaires de type autoritaire et socialiste. Tu me donnes le goût de checker quelque chose. Parce que ce que tu viens de dire, là, ça montre quelque chose de vraiment cool. Okay, le grand livre il y a plusieurs livres sur l'Allemagne nazie que tu peux lire, ceux de Richard Evans ou Ian Kershaw, qui sont vraiment bons. Mais le premier que j'avais lu, que je me souviens, c'est le grand classique de William L. Shirer, qui est The Rise and Decline of the Third Reich. Rise and Fall, qui est comme le grand livre publié, je pense, en 1960-65. C'était comme le premier grande histoire, c'est une brique, là. C'est gigantesque. Mais dans la section la plus intéressante du livre, où est-ce que lui était journaliste en Allemagne et il voyait la montée pendant la période clé, la période genre vraiment de la montée, il explique qu'il mentionne souvent des exemples de communistes qui sont devenus nazis. Donc, il y avait beaucoup de transitions entre les deux. Puis je suis en train de chercher présentement... le maître à penser d'Hitler, c'est un communiste. Il raconte dans Eckhart?
Eckhart ou tu parles de l'autre dindon, là, Ben, Rosenberg? non, c'est un gars qui s'appelle Gottfried Feder. Il raconte, quand tu lis le livre d'Hitler, là, ça ne sert pas juste à des débiles néo-nazis, ça sert à apprendre l'histoire. Là. Il raconte dedans qu'il allait à des gens il allait dans des espèces de cabarets, puis tu avais des conférences de Gottfried Feder. Le gars, il avait écrit un truc qui s'appelait Manifeste pour briser l'usure, un truc de même. Puis c'était un genre de pamphlet pour la nationalisation des banques, qui avait le capitalisme est en train de nous mettre en esclavage. Ça. Puis Hitler raconte qu'il va à ces trucs-là, puis il est complètement obnubilé par ce que raconte Feder. Puis c'est là qu'il dit « Je deviens national et socialiste ». Donc, c'est un nationaliste allemand qui devient socialiste. Il dit, lui, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le livre. Le gars, comment tu peux faire après ça pour dire, hey, là, c'est vraiment mettre en opposition socialisme puis nazisme. Je veux dire, tu vois bien qu'il y a une composante commune entre les deux. Là. Exactement. Puis check, en même temps que tu parlais, là, parce que j'ai trouvé l'article Journal of Economic History, je savais que j'avais vu quelque chose là-dessus. L'article que je te montre, dans l'article, ce qu'il montre, si tu veux le montrer aux auditeurs, il montre que les gens, par exemple, qui étaient chômeurs, leur choix, c'était jamais entre les partis de centre, donc les chrétiens démocrates, la centre-gauche, les sociaux-démocrates ou les libéraux. C'était toujours entre les communistes et les nazis. C'était pour eux, c'était les deux choix. Donc, la frange la plus fâchée de l'électorat, c'était celle qui passait entre ce que tu pourrais appeler deux extrêmes. Mais au final, c'était pas parce que c'était deux extrêmes qui étaient si différentes, c'est que ces deux extrêmes qui se ressemblaient énormément en nature et même en degrés pour les franges les plus frustrées de la population. Même chose en passant, quand tu regardes c'est qui les premiers électeurs du Front National en France. C'était généralement des anciens communistes. La transition entre les anciens communistes vers le Front National dans les années 70-80 pour Jean-Marie Le Pen, généralement des anciens communistes. Les transitions entre les extrêmes sont vraiment faciles. Deuxième Guerre mondiale, c'était qui un des plus grands collaborationnistes de Vichy? C'était Henriot. Non, Doriot ou Henriot? J'oublie. Mais c'est un ancien communiste lui-même. C'était facile pour les gens de faire les transitions entre ces extrêmes-là parce qu'au final, les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est une haine du libéralisme, une haine de l'idée des droits naturels, une haine de l'idée que les États doivent être contraints et un mépris vraiment fondamental pour tout ce qui est tout ce qui est non militariste. Parce que ça, c'est aussi le grand commun de toutes ces sociétés-là. Le militarisme, c'est vu comme une grande chose. Chez les libéraux, l'armée, le militaire est uniquement une nécessité pour te protéger, mais il n'y a rien à extoller dans l'armée. Tu dois remercier les gens qui font le service, mais il n'y a pas de vertu dans la chose en soi. C'est un devoir, mais qui n'a pas de vertu. C'est vraiment ça qui est différent pour les libéraux. Fait qu'au final, tout ce qu'un libéral est, un communiste, un nazi, un dictateur vont tous les haïr parce que c'est l'antithèse exacte de qui ils sont. J'ai retrouvé la quote que je parlais avant. Là. Regarde, juste pour confirmer un peu ce qu'on est en train de dire puis classe là-dessus. Là. Gottfried Feder, c'est un économiste et homme politique, un des premiers membres clés du parti nazi allemand. Il joue un rôle décisif dans la conception hitlérienne de l'économie et devient théoricien économique du parti. On s'entend qu'il y a un rôle fondamental dans le développement des idées de la patente. Là. Et voici la citation dont je parlais, une des citations. On est en 1912. En fait, on est en 1919 au moment où ça se passe. Hitler, qui est toujours dans l'armée, suit un cours d'économie de Feder en 1919. Et dans son livre, qui est écrit en prison après avoir son coup d'État raté, voici ce qu'il dit. Lorsque j'entendis le premier cours de Feder sur la répudiation de la servitude de l'intérêt du capital,
Je compris immédiatement qu'il devait s'agir ici d'une vérité théorique d'une importance immense pour l'avenir du peuple allemand. La séparation tranchée du capitalisme boursier avec l'économie nationale représentait la possibilité d'entrer en lutte contre l'internationalisation de l'économie allemande, sans toutefois menacer en même temps le combat contre les capitales, le fondement d'une économie nationale indépendante. Je voyais beaucoup trop clairement dans le développement de l'Allemagne pour ne point savoir que la lutte la plus difficile devait être menée non contre des peuples ennemis, mais contre le capital international. La lutte contre la finance internationale et le capital de près est devenue le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté. Adolf Hitler, Mein Kampf, page 212. Je veux dire, la fusion est là. Ben écoute, le pire, c'est que je suis sûr qu'on pourrait faire un jeu où on donne des citations entre, disons, Antonio Gramsci et, disons, je pense les grands... Là, t'as Feder, mais t'as aussi, genre, Eckert en Allemagne. T'as Rosenberg, Schmitt. Tu peux les prendre. Donc, on va en prendre comme les top 5 de chacun des deux bords. Là. Tu obscures le nom de la personne, puis tu les donnes à des gens, puis tu leur demandes d'identifier lequel c'est. Puis je te jure que tu pourrais créer la même confusion que quand on a fait. Qui a dit ça, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Puis qu'au final, tu te retrouves avec zéro taux de bonne réponse. Genre un taux de réponse qui est moins bon que si ça s'apparente à une marche aléatoire. Là. Non. C'est pire. Non, parce que si c'est une marche aléatoire, ça veut juste dire que les erreurs sont bien distribuées. Si tu as un biais, ça veut dire que les erreurs vont être mal distribuées. Et là, tu vas faire moins bien qu'une marche aléatoire, que le hasard aurait mieux répondu que toi. Ouais. C'est comme, tu te rappelles-tu, tu as lu Factfulness. Il disait dans l'exemple, quand j'ai donné les questions aux singes, les singes ont plus souvent raison que vous. Parce que les singes... Parce que les autres, c'est aléatoire, pas vrai. C'est ça. Ouais, je me rappelle de ce bout-là. Hey, le prof Caron, il est sur quelque chose depuis 2 semaines, puis il y a une bonne base dans la tangente qu'il prend. Puis je voulais qu'on la regarde un peu avec toi. Écoute, Yann, ça fait 1 heure, fait qu'on continue ça pour la partie Patreon, étant donné que tu dois partir là, éventuellement dans 25 minutes, incessamment. Donc, les gens qui veulent continuer la discussion avec nous autres, rendez-vous sur patreon.com/isénéchal, puis on continue de prendre des questions puis de discuter.